Sous l'ombre d'un vieux bâtiment, une petite fille tenait ses dessins comme on tient son propre avenir. Mais un millionnaire, sans savoir pourquoi, s'arrêta, se pencha et ramassa l'un de ses papiers tachés d'encre et d'espoir. La simplicité de ce dessin réveilla en lui une douleur endormie, et avec elle, une possibilité qu'il n'avait jamais envisagée, recommencer. Si vous aimez les belles histoires, veuillez vous abonner à notre chaîne et dire d'où vous venez, on continue. Au cœur du vieux Lyon, sous les arcades séculaires des Traboules, là où les pierres dorées racontent des histoires aussi anciennes que la ville elle-même, une petite silhouette était presque invisible aux yeux des passants pressés. Assise sur les pavés irréguliers de la place Saint-Jean, Élodie, une fillette d'environ 9 ans, tenait dans ses mains tremblantes quelques feuilles de papier colorées. Ses petits doigts, rougis par le froid automnal, s'accrochaient à ses dessins comme à un ultime espoir dans un monde qui semblait l'avoir oublié. La cathédrale projetait son ombre imposante sur la place, tandis que les touristes et les habitants locaux se hâtaient vers les bouchons lyonnais ou les boutiques élégantes. Dans cette ville réputée pour sa gastronomie et son patrimoine, Élodie n'était qu'une ombre, un détail insignifiant du paysage urbain. Pourtant, derrière ses yeux d'un bleu profond, se cachait une histoire bouleversante, et dans ses dessins, maladroit s'exprimait une âme d'une sensibilité rare. Un dessin pour 2 €, s'il vous plaît, murmurait-elle d'une voix à peine audible lorsqu'un passant daignait ralentir à sa hauteur. La plupart du temps, elle ne recevait qu'un regard furtif, parfois un sourire poli, mais rarement plus. Ces 2 € représentaient pour elle bien plus qu'une simple pièce de monnaie. C'était un repas chaud au McDo du coin, un chocolat fumant à la boulangerie ou une paire de gants d'occasion au marché aux puces de la Croix-Rousse. Élodie n'avait pas toujours vécu ainsi. Il y a encore 2 ans, elle habitait dans un petit appartement chaleureux du quartier de la Guillotière avec ses parents. Son père, Laurent, était musicien de rue, jouant de l'accordéon sur les berges du Rhône, tandis que sa mère, Céline, confectionnait des bijoux artisanaux qu'elle vendait sur les marchés. Ils n'étaient pas riches, mais ils formaient une famille unie, remplie d'amour et de rire. Puis un terrible accident de voiture avait tout emporté. Élodie s'était retrouvée seule, ballottée d'abord chez une tante éloignée qui n'avait ni le temps ni l'envie de s'occuper d'elle, puis dans un foyer d'accueil de la banlieue lyonnaise, un endroit froid, impersonnel, où les enfants n'étaient que des dossiers à gérer, des bouches à nourrir, des problèmes à résoudre. Elle s'était enfuie 3 fois déjà. À chaque fois, les services parasociaux l'avaient retrouvée et ramenée. À chaque fois, elle avait promis de ne plus recommencer. À chaque fois, elle avait menti. Car la solitude des rues de Lyon, aussi dure soit-elle, lui semblait plus supportable que l'indifférence organisée du foyer. Au moins, dans les rues, elle pouvait dessiner. Et dessiner, c'était se souvenir. Ses dessins étaient toujours les mêmes, 3 personnages sous un grand soleil jaune entourés de fleurs multicolores. Une famille, sa famille, celle qu'elle avait perdue, et qu'elle tentait désespérément de faire revivre à travers ses crayons usés et ses feuilles récupérées dans les poubelles d'une papeterie. « Mademoiselle, vous n'avez pas le droit de rester ici sans autorisation », lui dit un agent de sécurité municipale qui effectuait sa ronde quotidienne. « Il faut partir maintenant. » Élodie ramassa précipitamment ses affaires, glissant ses dessins dans un vieux sac en toile. Elle connaissait la routine. Elle reviendrait plus tard quand l'équipe suivante prendrait son service. En attendant, elle irait s'abriter dans la bibliothèque municipale, où la chaleur et les livres lui offriraient un refuge temporaire. Traversant la place, elle heurta accidentellement un homme qui marchait en sens inverse, absorbé par son téléphone. Ses dessins s'éparpillèrent sur les pavés humides. « Je suis désolée, monsieur », balbutia-t-elle, terrifiée à l'idée que cet homme puisse se mettre en colère. Mais l'homme ne s'énerva pas. Au contraire, il s'agenouilla pour l'aider à ramasser ses dessins. Ses mains, grandes et soignées, contrastaient avec celles d'Élodie, petites et rugueuses. Alors qu'il s'apprêtait à lui rendre la dernière feuille, son regard s'attarda sur le dessin. Quelque chose dans ces 3 personnages, dans ce soleil naïf et ces fleurs disproportionnées, le figea sur place. « C'est toi qui as fait ce dessin ?» demanda-t-il d'une voix étrange, comme si les mots avaient du mal à sortir. Élodie hocha la tête, méfiante. Elle avait appris à se méfier des adultes qui posèrent des questions. « Il est très beau, » poursuivit l'homme. « Tu les vends, c'est ça ?» Nouveau hochement de tête. « Combien »
2 €, répondit Élodie, s'attendant à ce que l'homme trouve le prix excessif et s'en aille. Au lieu de cela, il sortit son portefeuille et en tira un billet de 20 € qu'il lui tendit. « Je voudrais tous tes dessins, dit-il simplement. Élodie écarquilla les yeux, incrédule. Personne n'avait jamais voulu acheter plus d'un dessin à la fois, et certainement pas à ce prix. « Tous, répéta-t-elle, comme pour s'assurer qu'elle avait bien entendu. « Tous, confirma l'homme avec un sourire qui semblait cacher une immense tristesse. Tandis qu'elle lui remettait son précieux trésor, Élodie observa cet étrange monsieur plus attentivement. Il était grand, élégamment vêtu d'un manteau en laine sombre et d'une écharpe en cachemire. Ses cheveux poivrés encadraient un visage aux traits fins et aux yeux gris, des yeux qui portaient le poids d'une douleur ancienne. Il devait avoir une quarantaine d'années, peut-être un peu plus. « Je m'appelle Antoine Mercier », se présenta-t-il en rangeant soigneusement les dessins dans sa serviette en cuir. « Et toi ?» Élodie, répondit-elle simplement, sans donner son nom de famille, comme elle avait appris à le faire dans la rue. « Tu es souvent ici, Élodie ?» Elle haussa les épaules. « Ça dépend. » Antoine Mercier sembla hésiter, comme s'il voulait dire quelque chose d'important mais ne trouvait pas les mots. Finalement, il sortit une carte de visite de sa poche et la lui tendit. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, ou si tu veux me vendre d'autres dessins, tu peux m'appeler à ce numéro. D'accord ?» Élodie prit la carte machinalement, sans vraiment comprendre pourquoi cet homme élégant s'intéressait à ses dessins ou à elle. Elle la glissa dans sa poche, persuadée qu'elle l'oublierait bientôt, comme tous les autres adultes qui croisaient son chemin. « Merci pour les dessins, Élodie. Prends soin de toi, » dit Antoine en s'éloignant, non sans jeter un dernier regard vers cette petite fille qui venait de réveiller en lui des émotions qu'il croyait enfouies à jamais. Restée seule, Élodie regarda le billet de 20 € dans sa main. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu depuis des semaines. Ce soir, elle pourrait s'offrir un vrai repas, peut-être même une chambre dans cette auberge de jeunesse où la réceptionniste ne posait pas trop de questions. Et demain, elle achèterait de nouveaux crayons de couleur pour refaire ses dessins qui venaient de disparaître dans la serviette d'un inconnu. Car dessiner, c'était la seule façon qu'elle avait trouvée pour ne pas oublier, pour garder vivant le souvenir de ceux qui n'étaient plus là, pour continuer à espérer que quelque part, quelqu'un finirait par la voir vraiment, pas comme une gamine des rues, pas comme un dossier à traiter, mais comme Élodie. Juste Élodie. Antoine Mercier regagna son bureau dans le quartier d'affaires de la Part-Dieu, l'esprit troublé par sa rencontre avec la petite Élodie. La serviette en cuir contenant les dessins semblait peser une tonne dans sa main. Il traversa le hall imposant de l'immeuble Oxygène, saluant distraitement le personnel de sécurité, et s'engouffra dans l'ascenseur qui le mena au 23e étage. En tant que directeur d'une agence d'architecture renommée, Antoine avait l'habitude d'être entouré de plans, de maquettes et de dessins techniques bien plus sophistiqués que les croquis naïfs d'une enfant des rues. Pourtant, ces quelques traits maladroits sur du papier recyclé l'avaient bouleversé comme aucun chef-d'œuvre n'aurait pu le faire. « Monsieur Mercier, votre rendez-vous de 15 h vous attend en salle de conférence », l'informa sa secrétaire, dès qu'il franchit les portes vitrées de l'agence. « Reportez-le, s'il vous plaît, Madame Leroy. Je ne me sens pas très bien. » La femme le dévisagea avec surprise. En 10 ans de service, jamais Antoine Mercier n'avait reporté un rendez-vous pour des raisons personnelles. C'était un homme d'une rigueur professionnelle exemplaire, presque maniaque dans son respect des horaires et des engagements. « Bien sûr, monsieur. Dois-je appeler votre épouse ? » ?»« Non, ce ne sera pas nécessaire, merci. » Antoine s'enferma dans son bureau et s'assit lourdement dans son fauteuil en cuir. D'un geste lent, presque cérémonieux, il sortit les dessins d'Élodie et les étala sur son bureau immaculé. Ces 3 silhouettes aux contours imprécis, ce soleil jaune vif, ces fleurs aux couleurs éclatantes. Il lui rappelait douloureusement d'autres dessins, soigneusement conservés dans une boîte qu'il n'avait plus ouverte depuis 5 ans. D'une main tremblante, il ouvrit le tiroir inférieur de son bureau, celui qu'il gardait toujours verrouillé. La clé était attachée à son trousseau personnel, dissimulé parmi d'autres qui n'ouvraient plus rien. Il sortit une boîte en bois sombre, finement ciselée, et la posa devant lui. Pendant un long moment, il resta immobile, comme paralysé par la peur de ce qu'il allait y trouver, de ce qu'il allait ressentir en soulevant ce couvercle. Finalement, il l'ouvrit. À l'intérieur,
soigneusement rangées et protégées par des feuilles de papier de soie, se trouvaient des dizaines de dessins d'enfants. Des dessins signés, Thomas, son fils. Son fils qui aurait eu 12 ans aujourd'hui, si ce camion n'avait pas perdu le contrôle sur l'autoroute A7, un soir d'été pluvieux. Son fils qui avait péri avec sa mère, Marion, alors qu'ils rentrèrent de vacances en Provence. Lui aurait dû être avec eux, mais un client important l'avait retenu à Lyon. Un client dont il ne se souvenait même plus du nom aujourd'hui. 5 ans après la tragédie, la douleur était toujours là, tapie comme une bête, sauvage, prête à bondir au moindre rappel. Il avait tout essayé pour l'apprivoiser. La thérapie, les médicaments, le travail acharné et même un nouveau mariage avec Sophie, une femme douce et patiente qui avait accepté de partager sa vie brisée. Mais rien n'y faisait. Le vide était toujours là, béant, impossible à combler. Il prit l'un des dessins de Thomas, représentant leur ancienne maison de Caluire, avec, devant, 3 personnages sous un grand soleil jaune. Tellement similaires à ceux d'Élodie, tellement semblables dans son exécution maladroite et pourtant si touchante. Antoine sentit les larmes lui monter aux yeux. Il les retint, comme il le faisait toujours. Pleurer ne servait à rien. Pleurer ne les ramènerait pas. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était Sophie. Il hésita avant de répondre, craignant que sa voix ne trahisse son état émotionnel. « Oui » dit-il finalement, s'efforçant de paraître normal. « Antoine, je voulais juste te rappeler que nous dînons chez les Bertrand ce soir. J'ai fait livrer ton costume au pressing. Il est accroché dans l'entrée. » Sophie, toujours attentionnée, toujours prévenante. Sophie qui s'efforçait depuis 3 ans de reconstruire une vie avec lui, malgré ses silences, malgré son incapacité à exprimer ses sentiments, malgré son refus obstiné d'envisager un enfant ensemble. « Je n'ai pas oublié, mentit-il. Je serai à la maison vers 18 heures. Tu vas bien? Ta voix est étrange. Juste fatigué, une journée difficile. Repose-toi un peu avant de rentrer, alors. Je t'aime. » « Moi aussi, » répondit-il automatiquement, sans émotion, comme il le faisait toujours. Il raccrocha et resta un long moment à contempler les dessins étalés devant lui, ceux de Thomas d'un côté, ceux d'Élodie de l'autre. 2 enfants que tout séparait et qui pourtant semblaient connectés par un fil invisible, un fil qu'Antoine tenait maintenant entre ses mains. Sa rencontre avec Élodie n'était pas due au hasard. Il en était persuadé. C'était comme si Thomas, de là où il était, avait guidé ses pas vers cette petite fille perdue comme pour lui dire « Regarde papa, elle aussi a besoin d'aide. Elle aussi dessine pour ne pas oublier. » Antoine se leva brusquement et se dirigea vers la baie vitrée de son bureau qui offrait une vue panoramique sur Lyon. La ville s'étendait à ses pieds, majestueuse et indifférente au drame qui se jouait en son sein. Quelque part dans ces rues, Élodie errait peut-être seule, vulnérable. La pensée lui était insupportable. Il retourna à son bureau et prit la carte de visite qu'il avait donnée à la fillette. Y avait-il la moindre chance qu'elle l'appelle? Probablement pas. Les enfants des rues se méfiaient des adultes, et ils avaient raison. Il aurait dû faire plus, lui proposer de l'aide immédiatement, la conduire dans un endroit sûr, mais il avait été trop bouleversé, trop pris au dépourvu par cette rencontre inattendue. Antoine rangea soigneusement les dessins de Thomas dans leur boîte, mais laissa ceux d'Élodie sur son bureau. Il ne pouvait pas les enfermer, pas encore. Ils représentaient quelque chose de vivant, de présent, contrairement aux souvenirs figés de son fils. Le reste de l'après-midi passa comme dans un brouillard. Antoine tenta de se concentrer sur ses dossiers, mais son esprit revenait sans cesse vers la petite silhouette assise sur les pavés de la place Saint-Jean. Vers 17h30, il rassembla ses affaires, glissa les dessins d'Élodie dans sa serviette et quitta son bureau. En arrivant dans le parking souterrain, au lieu de prendre directement le chemin de sa résidence du Point du Jour, il se dirigea vers le Vieux Lyon. Une impulsion irrésistible le poussait à retourner sur la place, même s'il savait que les chances d'y retrouver Élodie étaient infimes. Comme il s'y attendait, la place était vide de toute présence enfantine. Seuls quelques touristes s'attardaient devant la cathédrale, tandis que les terrasses des cafés commençaient à se remplir pour l'heure de l'apéritif. Antoine se sentit soudain ridicule. Qu'espérait-il au juste? Que cette rencontre fortuite se transforme en conte de fées?
La vie lui avait appris que les contes de fées n'existaient pas, que le bonheur était une illusion fragile qui pouvait voler en éclats en un instant. Il s'apprêtait à faire demi-tour quand une voix féminine l'interpella. « Vous cherchez la petite au dessin ?» C'était une vendeuse de fleurs qui rangeait son étal à l'entrée d'une traboule. « Oui, » admit Antoine. « Vous savez où elle pourrait être ?» La femme le dévisagea avec méfiance. « Pourquoi vous la cherchez ?»« J'ai acheté ces dessins ce matin. Je voulais en acheter d'autres. Ce n'était pas toute la vérité, mais c'était la partie la plus simple à expliquer. » La fleuriste sembla jauger sa sincérité, puis son regard s'adoucit. Elle vient souvent se réchauffer à la boulangerie de la rue Saint-Jean, celle avec la devanture bleue. La patronne lui donne parfois des invendus. « Merci, madame, merci beaucoup. » Antoine se dirigea vers la rue indiquée, le cœur battant. La boulangerie était encore ouverte, embaumant l'air d'odeur de pain chaud et de viennoiserie. Il y entra, scrutant l'intérieur à la recherche d'Élodie. Une dizaine de clients faisèrent la queue, mais aucune trace de la fillette. « Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je vous sers ?» demanda la boulangère quand vint son tour. « En fait, je cherche une petite fille. La fleuriste de la place m'a dit qu'elle venait parfois ici. Elle vend des dessins. » « Élodie ?» La boulangère fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous lui voulez ?» Encore cette méfiance. Antoine réalisa soudain à quel point sa démarche pouvait paraître suspecte. Un homme d'âge mûr qui recherche une enfant des rues, il sortit précipitamment sa carte professionnelle. « Je m'appelle Antoine Mercier, je suis architecte. J'ai rencontré Élodie ce matin et... » Comment expliquer ce qu'il ressentait sans passer pour un fou, ou pire, pour quelqu'un aux intentions douteuses? « Et vous vous inquiétez pour elle », compléta la boulangère d'une voix radoucie. « C'est une brave petite, trop brave pour ce qu'elle vit. Elle était là il y a 1 heure, mais elle est partie quand des adolescents sont entrés. Elle a peur des groupes. Savez-vous où elle dort ?» La femme secoua la tête. Elle ne le dit jamais. Méfiante comme un chat sauvage, cette enfant. Mais elle reviendra demain matin comme d'habitude. Je lui garde toujours un pain au chocolat. Antoine la remercia et sortit, partagé entre déception et soulagement. Déception de ne pas avoir retrouvé Élodie. Soulagement de savoir qu'elle avait au moins un point d'ancrage dans cette ville. Une boulangère au grand cœur qui veillait sur elle à sa façon. Il regagna sa voiture et prit la direction de sa maison, sachant qu'il devrait expliquer à Sophie pourquoi il était en retard. Mais pour la première fois depuis longtemps, il se sentait animé par quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Un espoir ténu, fragile, mais bien réel. Car peut-être, juste peut-être, cette petite fille au dessin naïf venait-elle d'ouvrir une brèche dans le mur qu'il avait érigé autour de son cœur. Ce soir-là, la résidence Mercier, nichée dans le quartier résidentiel du Point du Jour, s'illumina pour accueillir le couple Bertrand. La demeure, une villa contemporaine aux lignes épurées, reflétait parfaitement le style architectural qu'Antoine défendait dans son agence. Élégance discrète, espace généreux, lumière omniprésente. Pourtant, malgré sa beauté indéniable, la maison gardait quelque chose d'impersonnel, comme si ses habitants n'y avaient jamais vraiment déposé leur âme. Sophie Mercier, vêtue d'une robe bordeaux qui mettait en valeur sa silhouette élancée, s'affairait à disposer les derniers, amuse-bouche, sur un plateau en ardoise. À 35 ans, elle conservait la fraîcheur et l'enthousiasme de sa jeunesse, malgré les épreuves que son mariage avec Antoine lui imposait quotidiennement. Professeure de littérature au lycée Ampère, elle avait rencontré Antoine lors d'une conférence sur l'architecture de la Renaissance italienne, 3 ans plus tôt. Leur relation s'était nouée autour d'une passion commune pour l'art et la culture, puis avait évolué vers un amour sincère, du moins de son côté. Car Sophie n'était pas dupe. Elle savait qu'Antoine ne l'aimait pas comme il avait aimé Marion. Elle savait qu'une partie de lui était morte sur cette autoroute avec sa première femme et son fils. Elle l'avait accepté, convaincue que le temps ferait son œuvre, que sa patience et son dévouement finiraient par reconstruire ce cœur brisé. Mais après 3 ans de mariage, elle commençait à douter. Antoine restait distant comme enfermé dans une bulle invisible où elle n'avait pas accès. « Tu es particulièrement silencieux ce soir », remarqua-t-elle en lui tendant un verre de vin. Antoine, perdu dans ses pensées, sursauta légèrement. « Pardon, je réfléchissais à un projet. » Le centre culturel de Villeurbanne ? Non, quelque chose de personnel. Sophie.
haussa un sourcil intrigué. Antoine ne parlait jamais de projet personnel. Sa vie semblait entièrement absorbée par son travail, comme s'il cherchait à combler chaque seconde pour ne pas avoir à penser, à ressentir. La sonnette de l'entrée l'empêcha d'approfondir le sujet. Pierre et Juliette Bertrand arrivaient, apportant avec eux l'animation et la légèreté qui manquaient cruellement à la maison Mercier. Pierre, avocat renommé du barreau de Lyon, était un ami d'enfance d'Antoine. C'était l'un des rares à avoir su trouver les mots justes après la tragédie, ni trop compatissant, ni trop distant. Quant à Juliette, médecin pédiatre à l'hôpital Édouard Herriot, elle s'était naturellement liée d'amitié avec Sophie, formant un quatuor qui se retrouvait régulièrement pour des dîners ou des week-ends à la campagne. « Alors comment ?» sporte le grand architecte, lança Pierre en donnant une accolade chaleureuse à Antoine. « J'ai vu la maquette de ton projet pour la nouvelle médiathèque dans Lyon Mag. Impressionnant. » Antoine sourit mécaniquement, s'efforçant de paraître à l'aise, alors que son esprit ne cessait de revenir vers Élodie. Où dormait-elle ce soir? Avait-elle trouvé un abri contre le froid qui s'intensifiait à l'approche de l'hiver? Le dîner se déroula dans une ambiance plaisante. Sophie, excellent comme toujours, dans son rôle d'hôtesse parfaite. La conversation dériva vers les sujets habituels. Politique locale, dernières expositions, projets professionnels. Puis, au moment du dessert, Juliette mentionna son travail à l'hôpital et les difficultés croissantes du service pédiatrique face à l'afflux d'enfants en situation précaire. Juste cette semaine, nous avons accueilli 3 mineurs non accompagnés, expliqua-t-elle. Des gamins qui vivent dans la rue, se nourrissent comme ils peuvent et finissent par tomber malades. Le système est complètement débordé. Antoine, qui était resté relativement silencieux jusque-là, se redressa soudain. Et que devient-il de ces enfants après l'hôpital? Quand on a de la chance, on trouve une place en foyer d'accueil. Sinon, Juliette haussa les épaules, impuissante. Ils retournent à la rue, jusqu'à la prochaine urgence. C'est... Antoine chercha ses mots, inhabituellement ému. C'est inacceptable. Les 3 autres le regardèrent avec surprise. Ce n'était pas dans ses habitudes de s'emporter ainsi, surtout sur des sujets sociaux qui, d'ordinaire, semblaient le laisser indifférent. J'ai rencontré une petite fille aujourd'hui, poursuivit-il, incapable de contenir plus longtemps ce qui le tourmentait. Elle s'appelle Élodie. Elle vend des dessins dans la rue près de la cathédrale Saint-Jean. Il raconta alors sa rencontre avec Élodie, les dessins si semblables à ceux de Thomas, sa tentative infructueuse de la retrouver en fin d'après-midi. À mesure qu'il parlait, sa voix gagnait en intensité, trahissant une émotion que ses amis ne lui connaissaient plus. Elle m'a dit qu'elle s'était enfuie d'un foyer, conclut-il, qu'elle préférait la rue à cet endroit. Juliette hocha gravement la tête. Malheureusement, certains foyers sont dans un état déplorable. Surpopulation, personnel insuffisant, violence entre pensionnaires, ce n'est pas l'idéal pour des enfants déjà traumatisés. N'y a-t-il rien qu'on puisse faire? Demanda Antoine, le regard rivé sur Juliette, comme si elle détenait la clé d'un problème insoluble. Un silence embarrassé s'installa. Pierre et Juliette échangèrent un regard, tandis que Sophie observait son mari avec une expression indéchiffrable. « Eh bien, il y a les associations qui œuvrent pour ces enfants, » proposa finalement Pierre. « Tu pourrais faire un don, ou même t'engager comme bénévole. »« Je ne parle pas de ça, » coupa Antoine avec une impatience inhabituelle. « Je parle de cette petite fille précise d'Élodie. »« Antoine » Sophie posa doucement sa main sur la sienne. « Tu ne peux pas sauver tous les enfants des rues de Lyon. »« Je ne veux pas sauver tous les enfants. Je veux l'aider. » Elle ? La détermination dans sa voix surprit tout le monde, y compris lui-même. Depuis quand n'avait-il pas ressenti une telle conviction, un tel besoin d'agir? Si tu veux vraiment l'aider. Quand intervint Juliette avec le pragmatisme du médecin habitué aux situations d'urgence, commence par la retrouver et gagne sa confiance. Ces enfants ont appris à se méfier des adultes, souvent pour de bonnes raisons. Ensuite, on pourra voir quelles sont les options légales. Je connais quelques assistantes sociales qui font un travail remarquable malgré les contraintes du système. Antoine hocha la tête, reconnaissant. Pour la première fois depuis des années, il avait l'impression que quelque chose d'important était en train de se produire, que la glace qui figeait son existence commençait à se fissurer. Après le départ des Bertrand, Sophie resta un long moment silencieuse, rangeant mécaniquement la cuisine.
Antoine savait qu'elle attendait des explications, qu'elle essayait de comprendre ce revirement soudain chez cet homme qu'elle croyait connaître. « Je suis désolé pour ce soir, » dit-il finalement, brisant le silence, pesant. « J'ai été distrait. » Sophie se tourna vers lui, son visage reflétant un mélange complexe d'émotions. « Ce n'est pas une question de distraction, Antoine. C'est la première fois depuis que je te connais que je te vois vraiment ému par quelque chose. Par quelqu'un. » Elle s'approcha et prit ses mains dans les siennes, plongeant son regard dans le sien. « Cette petite fille, Élodie, elle te rappelle Thomas, n'est-ce pas ?» Antoine tressaillit. Sophie ne prononçait jamais le nom de son fils, respectant ce territoire interdit qu'il avait établi dès le début de leur relation. Il avait imposé cette règle tacite. Ne pas parler de l'avant, ne pas évoquer Marion et Thomas, ne pas raviver des souvenirs trop douloureux. Et Sophie s'y était conformée, par amour, par compréhension, peut-être aussi par peur de le perdre, s'il se retrouvait confronté à ce passé qu'il fuyait désespérément. « Ça les dessins, » murmura-t-il. « Ils sont tellement similaires. Cette façon de représenter une famille, un foyer. »« Montre-moi, » demanda doucement Sophie. Antoine hésita un instant, puis alla chercher sa serviette. Il en sortit les dessins d'Élodie et les étala sur la table du salon. Sophie les examina en silence, touchée par leur naïveté et leur charge émotionnelle évidente. « Ils sont beaux, » dit-elle simplement, plein d'espoir malgré tout. Elle a perdu ses parents dans un accident, comme Thomas. Sauf qu'elle n'avait personne pour la recueillir, personne qui l'aimait suffisamment. Sophie prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait tout son courage pour ce qu'elle s'apprêtait à dire. « Antoine, je sais que tu veux aider cet enfant, et je comprends pourquoi. Mais es-tu sûr que tes motivations sont les bonnes? Es-tu certain de ne pas chercher à remplacer Thomas ?» La question le frappa comme une gifle. Sa première réaction fut la colère, une colère viscérale contre cette suggestion que quiconque, n'importe qui, pourrait jamais remplacer son fils. Mais à mesure que la rage initiale refluait, il fut forcé de s'interroger. Pourquoi cet enfant en particulier l'avait-elle tant bouleversé? N'était-ce vraiment que de la compassion? « Personne ne pourra jamais remplacer Thomas, » dit-il finalement, la voix tremblante. « Mais cette petite a besoin d'aide. Et peut-être que j'ai besoin d'aider quelqu'un, de faire quelque chose qui ait un sens pour une fois. » Sophie l'observa longuement, puis hocha la tête. Elle connaissait suffisamment son mari pour savoir que lorsqu'il prenait une décision, rien ne pouvait l'en détourner. Et peut-être, au fond, était-ce précisément ce dont il avait besoin. Se reconnecter à ses émotions, sortir de cette prison de glace qu'il s'était construite, même si cela impliquait de rouvrir d'anciennes blessures. « Je serai avec toi, » dit-elle simplement. « Quoi que tu décides de faire pour cet enfant, je te soutiendrai. » Antoine la regarda véritablement surpris. Il avait toujours su que Sophie était une femme d'une grande générosité, mais il n'avait jamais réalisé à quel point elle était prête à aller pour lui, malgré ses propres blessures, malgré ce mariage qui n'était qu'un pâle reflet de ce qu'il aurait dû être. « Merci » murmura-t-il, et pour la première fois depuis longtemps, ce mot était sincère, chargé d'une gratitude authentique. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Antoine ne trouva pas le sommeil. Son esprit oscillait entre passé et présent, entre le souvenir de Thomas et l'image d'Élodie sur les pavés froids. 2 enfants, 2 destins brisés, et lui pris entre les deux, cherchant désespérément un sens, une rédemption peut-être. À l'aube, sa décision était prise. Il retrouverait Élodie et ferait tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider. Non pas pour remplacer son fils, mais parce que, d'une certaine façon, aider cet enfant était peut-être le seul moyen de commencer à guérir lui-même. Dehors, la ville s'éveillait lentement. Quelque part dans les rues de Lyon, une petite fille aux grands yeux bleus s'apprêtait à affronter une nouvelle journée de solitude. Mais peut-être, juste peut-être, serait-ce la dernière. L'aube teintait à peine le ciel lyonnais lorsqu'Antoine quitta sa maison. Il avait prévenu Sophie qu'il arriverait en retard au bureau, prétextant un rendez-vous avec un fournisseur. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Il avait bien un rendez-vous, mais pas celui qu'elle imaginait. Il se dirigea vers la boulangerie de la rue Saint-Jean, le cœur battant d'une appréhension qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le vieux Lyon s'éveillait doucement. Les commerçants relevaient leurs rideaux métalliques, les cafetiers disposaient leurs terrasses, et les premiers touristes, guides en main, déambulaient déjà sous les arcades séculaires. La boulangerie, à la devanture bleue, était ouverte.
Une odeur délicieuse de pain frais et de viennoiserie sans, échappant pour embaumer toute la rue. Antoine s'installa à la terrasse du café voisin, commandant un expresso qu'il ne toucha pas. De là, il pouvait surveiller l'entrée de la boulangerie sans être trop visible. Il se sentait ridicule, comme un adolescent guettant sa première idylle, mais l'enjeu était trop important pour laisser place à l'amour-propre. Après une heure d'attente, alors qu'il commençait à perdre espoir, il la vit. Élodie apparut au coin de la rue, les épaules voûtées sous un sweatshirt trop grand pour elle, son sac en toile usé serré contre sa poitrine. Elle regardait constamment autour d'elle, comme un petit animal traqué qui s'attend à chaque instant à devoir fuir. Antoine se figea, soudain incertain. Comment l'aborder sans l'effrayer? Que lui dire? Les conseils de Juliette résonnaient dans sa tête, gagner sa confiance, progressivement, sans la brusquer. Il décida de ne pas bouger, observant d'abord comment se déroulait sa routine matinale. Élodie entra dans la boulangerie et en ressortit quelques minutes plus tard, tenant précautionneusement un petit sac en papier. Elle s'installa sur un banc un peu plus loin, sortant de son sac ce qui semblait être un pain au chocolat qu'elle mangea lentement, savourant chaque bouchée comme un trésor. Antoine fut frappé par la dignité de cet enfant qui, malgré sa situation, conservait une certaine grâce, une façon d'être au monde qui forçait le respect. Quand elle eut terminé son petit déjeuner, elle sortit de son sac un carnet à dessin et des crayons de couleur visiblement neufs. Antoine sourit, réalisant qu'elle avait utilisé une partie de l'argent qu'il lui avait donné pour s'acheter du matériel de dessin. La création était donc bien pour elle un besoin vital, pas seulement un moyen de gagner quelques pièces. Il se leva et s'approcha lentement, s'efforçant d'adopter une démarche détendue pour ne pas l'alarmer. Quand il arriva à sa hauteur, Élodie leva les yeux et le reconnut immédiatement. Son corps se tendit imperceptiblement, prêt à la fuite. « Bonjour, Élodie, » dit Antoine d'une voix douce. « Tu te souviens de moi ?» La fillette hocha la tête sans répondre. « Je passais dans le quartier et je t'ai aperçu. Je voulais te dire que j'ai beaucoup aimé tes dessins. » Silence. Élodie l'observait avec un mélange de méfiance et de curiosité. « Je vois que tu as de nouveaux crayons, » poursuivit-il désignant son matériel. « Ils sont très beaux. C'est grâce à vous, » murmura finalement Élodie, si bas qu'Antoine dut tendre l'oreille pour l'entendre. « Avec les 20 €. » Un sourire éclaira brièvement son visage, avant de disparaître sous le masque de prudence qui semblait être sa protection habituelle. « Puis-je m'asseoir un moment ?» demanda Antoine en désignant l'autre extrémité du banc, laissant délibérément un espace entre eux. Élodie hésita, puis acquiesça d'un léger mouvement de tête. Antoine s'assit, maintenant une distance respectueuse. Pendant quelques minutes, ils restèrent ainsi dans un silence qui, étrangement, n'était pas inconfortable. La fillette avait repris son dessin, traçant avec application les contours d'un bâtiment qui ressemblait à la cathédrale Saint-Jean. « Tu dessines très bien, » observa Antoine. « Tu as appris toute seule ?»« Ma maman m'a appris, » répondit Élodie, sa voix s'adoucissant à l'évocation de ce souvenir. Elle dessinait des bijoux avant de les fabriquer. Des bijoux? Elle faisait des colliers, des bracelets? La petite fille leva les yeux vers lui, s'animant légèrement. Des jolis, pas comme ceux des magasins, des uniques. Je comprends, sourit Antoine. C'était une artiste, comme toi. Cette remarque sembla toucher Élodie. Ses yeux s'illuminèrent fugitivement, avant qu'elle ne baisse à nouveau la tête vers son dessin. « Et ton papa, que faisait-il » osa demander Antoine, conscient qu'il s'aventurait sur un terrain délicat. Il jouait de la musique dans la rue, de l'accordéon. Les gens lui donnèrent des pièces, et parfois il jouait dans des restaurants pour les fêtes. La façon dont elle parlait de ses parents, au passé mais avec une telle vivacité, serra le cœur d'Antoine. Cet enfant n'avait pas seulement perdu sa famille, elle avait perdu tout un univers de créativité et d'amour. « Il me manque », ajouta-t-elle simplement, comme une évidence qu'il était inutile de développer. « Je sais », répondit Antoine avec une sincérité qui le surprit lui-même. « Mon fils me manque aussi. » Les mots étaient sortis spontanément, sans qu'il les ait prémédités. C'était la première fois depuis des années qu'il évoquait Thomas, aussi directement avec un étranger. Mais Élodie n'était pas vraiment une étrangère, n'est-ce pas? Il y avait entre eux cette connexion inexplicable, ce fil ténu de la perte et du souvenir.
Élodie leva vers lui un regard nouveau où la méfiance avait cédé la place à une forme de reconnaissance. Il est parti, lui aussi? Oui, avec sa maman. Un accident de voiture. Comme mes parents. Ces 3 mots, prononcés avec une simplicité désarmante, créèrent entre eux un pont invisible. Ils étaient maintenant 2 survivants d'un même naufrage, parlant le langage commun de ceux que la vie a brutalement privés de leurs êtres les plus chers. « Tu veux voir son dessin ?» proposa Antoine, sortant de sa poche le croquis de Thomas qu'il avait emporté, celui qui ressemblait tant aux œuvres d'Élodie. La fillette prit la feuille avec précaution, l'examinant avec l'attention sérieuse d'une connaisseuse. Son visage s'éclaira d'un sourire. « Il dessinait comme moi. Regarde, le soleil est pareil. » « Oui, j'avais remarqué, » sourit Antoine, ému par cet enthousiasme soudain. « C'est pour ça que tes dessins m'ont tant touché. » Élodie lui rendit le dessin, puis, après un moment d'hésitation, lui tendit son propre carnet ouvert sur une nouvelle création. 3 personnages sous un arbre, près d'une maison au contour imprécis. « C'est pour toi, » dit-elle timidement, « pour remplacer ceux que tu as achetés. » Antoine prit le dessin, profondément touché par ce geste. Pas une seconde il n'avait pensé qu'Élodie puisse se sentir redevable envers lui. Au contraire, c'était lui qui lui était reconnaissant pour cette étincelle d'humanité qu'elle venait de rallumer en lui. « Merci, Élodie. Il est magnifique. » Un silence confortable s'installa entre eux, uniquement troublé par le bruit, des passants et le froissement du papier sous les crayons d'Élodie qui avait repris son dessin. Antoine hésitait sur la marche à suivre. Il ne voulait pas brusquer les choses, mais il ne pouvait se résoudre à laisser cet enfant retourner à la rue, pas maintenant qu'il avait établi ce premier contact. « Élodie, commença-t-il prudemment, où dors-tu la nuit ?» La méfiance revint instantanément dans le regard de la fillette. « Ça dépend, » répondit-elle évasivement. « Tu n'es pas obligé de me le dire. Je me demandais juste si tu avais un endroit sûr. Je me débrouille. »« Je n'en doute pas. Tu as l'air très débrouillarde. » Antoine cherchait ses mots, craignant à chaque instant de briser la fragile confiance qui s'était établie. « Ma femme et moi, nous avons une grande maison, tu sais, avec une chambre d'amis qui ne sert jamais. » Élodie le regarda fixement, son visage redevenu impassible. « Vous voulez que j'aille chez vous ?»« Pas si tu n'en as pas envie, » s'empressa de préciser Antoine. « Mais si un jour tu as besoin d'un endroit chaud pour dormir ou simplement pour dessiner tranquillement, notre porte est ouverte. » La proposition était maladroite, il le savait. Comment une enfant des rues, habituée à se méfier des adultes, pourrait-elle accepter de suivre un homme qu'elle connaissait à peine jusqu'à son domicile? C'était insensé, et pourtant, il ne voyait pas d'autre solution dans l'immédiat. À ici, sa grande surprise, Élodie ne rejeta pas catégoriquement l'offre. Elle sembla la considérer sérieusement, pesant le pour et le contre avec une maturité qui dépassait largement son âge. « Votre femme est gentille ?» demanda-t-elle finalement. Antoine sourit, touché par cette question qui révélait tant sur les priorités d'Élodie. « Très gentille. Elle s'appelle Sophie. Elle est professeure de français dans un lycée. Elle aime beaucoup les livres et les histoires. Elle sait que vous me parlez. Oui, je lui ai parlé de toi hier soir. Elle aimerait te rencontrer. » Élodie hocha lentement la tête, comme si elle assimilait cette information. Puis elle tourna une page de son carnet et commença un nouveau dessin. « Je dois y aller, » dit-elle soudain, rangeant précipitamment ses affaires. « Des gens me cherchent parfois, des éducateurs. Je ne veux pas retourner au foyer. »« Je comprends, » répondit Antoine, réprimant sa déception. « Mais si tu changes d'avis pour la maison, ou si tu as besoin de quoi que ce soit d'autre, j'ai écrit mon adresse et mon numéro de téléphone derrière ma carte de visite. Tu l'as toujours ?» Élodie fouilla dans la poche de son sweatshirt et en sortit la carte, légèrement froissée mais intacte. Elle la retourna et examina l'adresse manuscrite qu'Antoine y avait ajoutée ce matin même. « C'est loin ?»« Dans le quartier du Point du Jour. Tu peux prendre le bus numéro 45. Il s'arrête presque devant la maison. » Élodie rangea soigneusement la carte et se leva. Antoine l'imita, respectant sa décision de partir. Il aurait voulu faire plus, dire plus, mais il savait qu'il ne fallait pas précipiter les choses. « Au revoir, monsieur Mercier », dit poliment Élodie, s'apprêtant à s'éloigner. « Au revoir, Élodie. J'espère te revoir bientôt. » Latis, fillette lui adressa un dernier regard, indéchiffrable, puis s'éloigna d'un pas rapide, se fondant presque immédiatement dans la foule, matinale.
Antoine resta là, immobile, partagé entre l'espoir et l'inquiétude. Avait-il fait ce qu'il fallait? Aurait-il dû insister davantage? Ou au contraire, avait-il été trop pressant? Il reprit lentement le chemin de sa voiture, le dessin d'Élodie soigneusement rangé dans sa serviette, à côté de celui de Thomas. 2 enfants, 2 destins, désormais liés dans son cœur par un fil invisible mais tenace. En démarrant, il jeta un dernier regard vers la rue où Élodie avait disparu. Il reviendrait demain et le jour d'après si nécessaire. Il ne la laisserait pas affronter seule les rigueurs de l'hiver qui approchait. Sur le trajet vers son bureau, Antoine appela Sophie pour lui raconter cette première rencontre. Elle l'écouta attentivement, posant parfois une question, exprimant son inquiétude pour cet enfant qu'elle ne connaissait pas encore, mais qui occupait déjà une place dans leur vie. « Tu crois qu'elle viendra chez nous ?» demanda-t-elle finalement. « Je ne sais pas, » avoua Antoine. « Elle est méfiante et elle a de bonnes raisons de l'être. Mais il y a quelque chose chez elle, Sophie, une force, une résilience, et en même temps, une telle vulnérabilité. Bientôt lui donnerons le temps, » assura Sophie d'une voix douce. « Si elle vient, nous serons prêts à l'accueillir. Si elle ne vient pas, nous trouverons un autre moyen de l'aider. » En raccrochant, Antoine fut frappé par la générosité de sa femme. Alors qu'il avait passé 3 ans à lui refuser l'enfant qu'elle désirait tant, elle était prête à ouvrir leur maison à une inconnue, simplement parce qu'il le lui demandait. Cette pensée le remplit d'une gratitude mêlée de honte. Sophie méritait tellement mieux que l'homme brisé qu'il était devenu. Peut-être était-il temps de changer cela aussi. Peut-être qu'en aidant Élodie à reconstruire sa vie, il pourrait également reconstruire son mariage, et lui-même par la même occasion. C'était un espoir ténu, fragile, mais c'était le premier qu'il ressentait depuis bien longtemps. La journée s'écoula lentement, Antoine parvenant à peine à se concentrer sur son travail. Son esprit revenait sans cesse vers Élodie, imaginant où elle pouvait être, ce qu'elle faisait si elle était en sécurité. Quand il rentra chez lui ce soir-là, la première chose qu'il fit fut de vérifier si la fillette n'était pas venue. Mais la maison était vide, silencieuse, inchangée. « Laisse-lui du temps », conseilla Sophie en voyant sa déception. « Elle viendra quand elle sera prête. » Antoine hocha la tête, conscient de la sagesse de ses paroles. Pourtant, tandis que la nuit tombait sur Lyon et que la température chutait dangereusement, il ne put s'empêcher de regarder par la fenêtre, espérant apercevoir une petite silhouette familière remontant l'allée de leur maison. 3 jours passèrent sans qu'Antoine ne parvienne à retrouver Élodie. Chaque matin, il se rendait à la boulangerie de la rue Saint-Jean avant d'aller au bureau. Et chaque soir, il faisait un détour par la place de la cathédrale sur le chemin du retour. La boulangère lui confirma que la fillette était venue chercher son pain au chocolat quotidien, mais toujours à des heures différentes, comme si elle avait senti qu'on la cherchait et modifiait ses habitudes en conséquence. Cette absence prolongée commençait à ronger Antoine d'inquiétude. Avait-il effrayé Élodie avec sa proposition? S'était-elle sentie menacée? Ou pire, les services sociaux l'avaient-ils retrouvée pour la ramener dans ce foyer qu'elle redoutait tant? Le 4e jour, un violent orage s'abattit sur Lyon. Le ciel, d'un gris presque noir, déversait des trombes d'eau sur la ville, transformant les rues en torrents et forçant les passants à se réfugier sous les arcades. Antoine, coincé dans une réunion interminable avec des investisseurs pour son projet de médiathèque, ne cessait de jeter des regards anxieux par la baie vitrée. Dehors, la pluie cinglante fouettait les façades, portée par un vent glacial qui annonçait l'arrivée précoce de l'hiver. « Monsieur Mercier, vous êtes toujours avec nous ?» La voix du promoteur immobilier le ramena brutalement à la réalité. Autour de la table, une dizaine de personnes le fixaient, attendant visiblement une réponse à une question qu'il n'avait pas entendue. « Pardonnez-moi » s'excusa-t-il en se redressant. « Je réfléchissais à une modification structurelle qui pourrait résoudre notre problème de budget. » Ce mensonge improvisé lui permit de reprendre pied dans la discussion, mais son esprit continuait de dériver vers Élodie. Où pouvait-elle bien s'abriter par un temps pareil? Les images qui s'imposaient à lui, la petite silhouette trempée, grelottante sous un porche ou dans l'entrée d'un immeuble, lui étaient insupportables. Dès que la réunion prit fin, Antoine s'excusa auprès de ses collaborateurs et quitta précipitamment le bureau, bravant la tempête. Il conduisit jusqu'au vieux Lyon scrutant les rues, désertes à travers le rideau de pluie. La place Saint-Jean était vide, la boulangerie sur le point de fermer. Il y entra,
espérant obtenir des informations. « Je ne l'ai pas vue aujourd'hui », lui confirma la boulangère, l'air soucieux, avec ce temps. « J'espère qu'elle a trouvé un abri. » Antoine la remercia et poursuivit ses recherches, élargissant son périmètre aux rues adjacentes, interrogeant les commerçants qui connaissaient Élodie de vue. Personne ne l'avait aperçue. Trempé jusqu'aux os malgré son parapluie, il finit par abandonner, le cœur lourd. Il n'y avait plus qu'à espérer que la fillette ait trouvé refuge quelque part, loin de cette pluie glaciale et des dangers de la rue. Le trajet du retour lui parut interminable. La circulation était dense, ralentie par l'orage qui redoublait d'intensité. Les essuie-glaces peinaient à dégager le pare-brise et la radio annonçait des risques d'inondation dans certains quartiers bas de la ville. Antoine avançait prudemment, l'esprit encombré d'images angoissantes. Et si Élodie était prise dans une inondation? Et si elle tombait malade, seule, sans personne pour la soigner? Quand il arriva enfin devant chez lui, il resta un moment dans sa voiture, rassemblant son courage pour affronter une soirée de plus à attendre en vain. La maison était illuminée, projetant des rectangles de lumière dorée sur le jardin détrempé. Sophie devait être rentrée de son cours du soir. Elle l'attendrait avec un dîner prêt, des questions sur sa journée, et cette patience infinie qui le faisait se sentir encore plus coupable. C'est alors qu'il la vit. Une petite silhouette recroquevillée sous le porche d'entrée, à peine visible dans la pénombre. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Il sortit précipitamment de la voiture, oubliant même son parapluie, et courut jusqu'à l'entrée. Élodie était là, assise sur la première marche, son sac serré contre elle. Elle était trempée, ses cheveux plaqués sur son visage pâle, ses vêtements dégoulinant sur le sol. Elle tremblait violemment. Ses lèvres avaient pris une teinte bleutée inquiétante. « Élodie !» s'exclama Antoine, partagé entre le soulagement et l'inquiétude. « Depuis combien de temps es-tu là ?»« Je sais pas, » murmura-t-elle d'une voix faible. « Il pleuvait déjà. J'ai pris le bus, comme vous avez dit. » Antoine ne perdit pas de temps en questions supplémentaires. Il déverrouilla la porte et guida doucement Élodie à l'intérieur. La chaleur de la maison les enveloppa immédiatement, contrastant avec le froid mordant de l'extérieur. « Antoine, c'est toi !» appela Sophie depuis la cuisine. Elle apparut dans le couloir, s'arrêtant net à la vue de la petite fille trempée. « Oh mon Dieu !»« C'est Élodie !» expliqua Antoine, une main protectrice posée sur l'épaule de l'enfant. Elle nous attendait sous la pluie. Sophie se ressaisit immédiatement, son instinct maternel prenant le dessus sur la surprise. « Il faut la réchauffer tout de suite. Viens, ma chérie, on va te donner des vêtements secs et quelque chose de chaud à boire. » Élodie suivit Sophie sans protester, visiblement trop épuisée et frigorifiée pour opposer la moindre résistance. Antoine les regarda s'éloigner vers la salle de bain, le cœur serré par un mélange de soulagement et d'appréhension. Élodie était venue. Elle leur avait fait confiance. Maintenant, c'était à eux de ne pas la décevoir. Il se changea rapidement puis alla dans la cuisine préparer du chocolat chaud, se souvenant que c'était la boisson préférée de Thomas lors des jours de pluie. Pendant qu'il s'affairait, il entendait les voix étouffées de Sophie et d'Élodie dans la salle de bain, la première parlant doucement, rassurant, la seconde répondant par monosyllabes. Quand elles réapparurent, Élodie était méconnaissable. Ses cheveux châtains, lavés et séchés, encadraient son visage d'une auréole douce. Elle portait un pyjama à motif de Sophie, bien trop grand pour elle, mais roulé aux manches et aux jambes. Ses joues avaient repris un peu de couleur, mais ses yeux conservaient cette expression méfiante, comme si elle s'attendait à chaque instant à ce que ce confort soudain lui soit retiré. « Voilà du chocolat chaud », proposa Antoine en lui tendant une tasse fumante. « Attention, c'est très chaud. » Élodie prit la tasse avec précaution, la tenant à deux mains comme un trésor précieux. Elle s'assit sur le bord du canapé, droite et tendue, observant furtivement la pièce autour d'elle. Le salon des Merciers reflétait leur goût pour l'épure et l'élégance. Mobilier contemporain aux lignes simples, ton neutre réchauffé par quelques touches de couleur, grande baie vitrée donnant sur le jardin où l'orage continuait de faire rage. Sur les murs, des œuvres d'art modernes côtoyaient des photographies en noir et blanc de paysages urbains. Rien de tape à l'œil, rien d'excessif, mais un ensemble harmonieux qui respirait le calme et la sérénité. « Tu aimes le chocolat ?» demanda doucement Sophie, s'asseyant en face d'Élodie sans l'approcher de trop près. La fillette hocha la tête, prenant une petite gorgée prudente. « C'est bon, » murmura-t-elle. « Merci. Tu dois avoir faim aussi. » Poursuivit Sophie. « J'ai préparé un gratin de pâtes. Tu en voudras ?» Nouvel acquiescement silencieux.
Les yeux d'Élodie ne cessaient de parcourir la pièce, s'arrêtant parfois sur un détail, un livre, un objet décoratif, la télévision, éteinte dans le coin, avant de revenir à ses hôtes avec ce mélange de curiosité et de méfiance. « Élodie, » commença Antoine, choisissant ses mots avec soin, « nous sommes très contents que tu sois venue. Tu peux rester autant que tu veux, d'accord? Personne ne te forcera à partir ou à retourner quelque part où tu ne veux pas aller. »« Promis », demanda-t-elle, son regard soudain intense, comme si cette promesse était la chose la plus importante au monde. « Promis », confirma Antoine, surpris par l'émotion qui l'étreignait à cette simple question. « Tu es en sécurité ici. » Quelque chose sembla se détendre dans la posture d'Élodie. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, elle s'adossa au canapé, et pour la première fois depuis son arrivée, elle prit une grande gorgée de chocolat sans hésitation. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda-t-elle soudain, son regard alternant entre Antoine et Sophie. « Pourquoi vous m'aidez » La question directe et pertinente prit Antoine au dépourvu. Comment expliquer à une enfant de 9 ans les méandres émotionnels qui l'avaient conduit à s'intéresser à elle? Comment lui parler de Thomas, de cette connexion inexplicable qu'il avait ressentie en voyant ses dessins? Ce fut Sophie qui répondit avec une simplicité et une honnêteté désarmantes. Parce que c'est ce que les gens devraient en faire, s'aider les uns les autres, surtout quand quelqu'un a besoin d'aide. Et parce que... Elle jeta un bref regard à Antoine, comme pour chercher son approbation. Parce que notre maison est trop grande et trop silencieuse pour 2 personnes seulement. Élodie sembla méditer cette réponse, son visage affichant une expression sérieuse qui n'appartenait pas à l'enfance. « Je peux vous montrer mes nouveaux dessins ?» demanda-t-elle finalement, changeant de sujet avec cette capacité qu'ont les enfants à passer d'une préoccupation profonde à une activité ordinaire en un instant. « Bien sûr, » sourit Sophie, « j'aimerais beaucoup les voir. » Élodie sortit son carnet de son sac, miraculeusement préservé de la pluie par un sac plastique, soigneusement enroulé autour. Elle l'ouvrit et le tendit à Sophie, qui examina chaque page avec attention et respect, commentant les couleurs, les formes, posant parfois une question sur un détail ou un personnage. Antoine les observait, étrangement ému par cette scène d'une banalité touchante. Il y avait quelque chose de si naturel dans la façon dont Sophie interagissait avec Élodie, sans condescendance, sans faux enthousiasme, juste avec une attention sincère et bienveillante. Il réalisait à quel point elle aurait été une mère merveilleuse, si seulement il avait pu surmonter sa peur de remplacer Thomas, sa terreur de revivre une perte. « Tu dessines vraiment bien », dit Sophie, rendant le carnet à Élodie. « J'aime beaucoup ta façon d'utiliser les couleurs. » Élodie sourit timidement, visiblement touchée par ce compliment. « Je peux faire un dessin de votre maison ?»« Bien sûr, » répondit Sophie. « Tu peux dessiner tout ce que tu veux. » La fillette s'installa plus confortablement sur le canapé et commença à dessiner, son visage reflétant une concentration intense. Antoine et Sophie échangèrent un regard par-dessus sa tête, un regard chargé d'émotions, de questions non formulées, mais aussi d'une complicité nouvelle. Le dîner fut simple mais chaleureux. Élodie mangea avec appétit, après une hésitation initiale qui laissait deviner des périodes de privation. Elle répondait aux questions par phrases courtes, se dévoilant petit à petit. Ils apprirent ainsi qu'elle avait vécu dans le quartier de la Guillotière avec ses parents, qu'elle avait fréquenté l'école primaire Antoine Charial jusqu'à l'accident, et qu'elle avait ensuite été placée au foyer des Glycines, à Villeurbanne, d'où elle s'était enfuie 3 fois. « Pourquoi ne voulais-tu pas rester au foyer ?» demanda doucement Sophie, sachant que la question était délicate. Le visage d'Élodie s'assombrit. « Les grands me prenaient mes affaires, et la nuit, ils venaient dans les chambres. Les éducateurs disaient que j'inventais des histoires. » Cette révélation, formulée avec la terrible franchise de l'enfance, glaça le sang d'Antoine et Sophie. Ils échangèrent un regard entendu. Quoi qu'il arrive, Élodie ne retournerait pas dans ce foyer. Après le repas, l'épuisement de la journée commença à se faire sentir. Élodie luttait visiblement contre le sommeil, ses paupières se fermant malgré elle. « Tu veux voir ta chambre ?» proposa Sophie. « Nous l'avons préparée au cas où tu viendrais. » Élodie hocha la tête, soudain ravivée par la curiosité. Ils montèrent à l'étage, Sophie ouvrant la porte de la chambre d'amis qu'elle avait aménagée à la hâte,
quand Antoine l'avait appelé pour annoncer qu'il n'avait pas trouvé Élodie. La pièce était simple mais accueillante. Un lit double avec une couette épaisse, une commode, un petit bureau sous la fenêtre et une bibliothèque garnie de quelques livres pour enfants que Sophie avait déterrés du grenier. Elle avait même retrouvé une vieille peluche, un lapin, gris aux longues oreilles, qu'elle avait placé sur l'oreiller. « C'est pour moi ?» demanda Élodie, incrédule, désignant la chambre entière d'un geste de la main. « Tout à fait, » confirma Sophie. « Tant que tu resteras avec nous, ce sera ta chambre. » Élodie s'avança lentement dans la pièce, touchant doucement les différents objets comme pour s'assurer de leur réalité. Quand elle parvint au lit, elle caressa la peluche du bout des doigts. « Elle s'appelle Moustache », expliqua Sophie. Elle cherchait quelqu'un pour prendre soin d'elle. Élodie prit la peluche et la serra contre elle, un geste si naturel et enfantin qu'il contrastait avec la maturité forcée qu'elle affichait habituellement. Puis, à la surprise d'Antoine et Sophie, elle s'approcha de cette dernière et l'enlaça brièvement. « Merci », murmura-t-elle avant de se reculer, comme embarrassée par son propre élan. « De rien, ma chérie », répondit Sophie, la voix légèrement tremblante d'émotion. « Tu as tout ce qu'il te faut pour la nuit ?» Élodie acquiesça, serrant toujours Moustache contre elle. « Alors, bonne nuit. Nous sommes juste au bout du couloir si tu as besoin de quoi que ce soit. N'hésite pas à venir nous chercher, d'accord ?»« D'accord. Bonne nuit. » Ils la laissèrent s'installer, refermant doucement la porte derrière eux. Dans le couloir, Sophie prit la main d'Antoine et la serra fort, trop émue pour parler. Il l'attira contre lui, l'enlaçant pour la première fois depuis des mois, avec une tendresse véritable, pas seulement le geste mécanique auquel il s'était habitué. « Merci », murmura-t-il contre ses cheveux. « Merci pour tout ce que tu fais. » Sophie leva vers lui un regard brillant de larmes contenues. « Nous faisons ce qui est juste, Antoine, et peut-être que c'est aussi ce dont nous avions besoin. » Il hocha la tête, incapable d'exprimer à quel point ces mots résonnaient en lui. Dehors, l'orage commençait à s'éloigner, le tonnerre n'était plus qu'un grondement lointain. Dans la maison des Mercier, pour la première fois depuis longtemps, que régnait une atmosphère de paix, fragile mais réelle, comme le premier bourgeon après un hiver interminable. Les jours qui suivirent l'arrivée d'Élodie établirent progressivement une nouvelle routine dans la maison des Mercier. Chaque matin, Sophie préparait le petit déjeuner pour trois, disposant sur la table des bols colorés, des céréales, du pain frais et des confitures variées. Élodie descendait généralement la dernière, Moustache sous le bras, les yeux encore embrumés de sommeil. Elle s'asseyait toujours à la même place, celle qui lui permettait de voir à la fois la porte d'entrée et la baie vitrée donnant sur le jardin, comme si elle voulait s'assurer que toutes les issues restaient accessibles. Antoine partait ensuite travailler, non sans avoir ébouriffé affectueusement les cheveux d'Élodie, un geste qui, les premiers jours, la faisait se raidir imperceptiblement, mais auquel elle semblait désormais s'habituer. Sophie, quant à elle, avait pris une semaine de congé pour rester avec la fillette, le temps de déterminer ce qu'ils allaient faire à plus long terme. Car là résidait toute la complexité de leur situation. Légalement, ils n'avaient aucun droit sur Élodie. Elle était officiellement placée sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance, et en l'hébergeant sans en informer les autorités, Antoine et Sophie se plaçaient techniquement dans l'illégalité. Cette pensée les tourmentait, mais l'idée de renvoyer Élodie dans ce foyer où elle avait subi des maltraitances leur était insupportable. Le troisième jour, ils décidèrent d'aborder le sujet avec elle. C'était un matin clair, le ciel d'automne d'un bleu limpide après les orages des jours précédents. Élodie dessinait à la table de la cuisine pendant que Sophie préparait le déjeuner. Antoine, qui avait pris exceptionnellement sa matinée, les observait depuis le seuil, touché par cette scène domestique dont il avait été privé pendant si longtemps. « Élodie, » commença-t-il doucement en s'approchant, « nous devons te parler de quelque chose d'important. » La fillette leva les yeux de son dessin immédiatement sur ses gardes. Antoine se maudit intérieurement pour avoir utilisé ce ton sérieux qui avait manifestement ravivé ses craintes. « Rien de grave, » s'empressa-t-il d'ajouter. « Nous voulons juste discuter de ton avenir, de ce que tu aimerais. » Sophie vint s'asseoir à table avec eux, essuyant ses mains sur un torchon. « Ce que nous voulons te dire, » expliqua-t-elle avec une douceur rassurante, « c'est que nous sommes très heureux que tu sois ici.
et nous aimerions que tu restes avec nous aussi longtemps que tu le souhaites. » « Vraiment ?» demanda Élodie, son visage s'illuminant d'un espoir qu'elle tentait visiblement de contenir. « Vraiment » confirma Antoine. « Mais il y a un problème. Officiellement, tu es toujours sous la responsabilité du foyer. Et légalement, nous devrions informer les services sociaux que tu es chez nous. » Le visage d'Élodie se décomposa instantanément. « Vous allez leur dire, ils vont me ramener là-bas. »« Non !» s'écrièrent simultanément Antoine et Sophie. « Nous ne te renverrons jamais là-bas, » assura Antoine avec une fermeté qui ne laissait place à aucun doute. « Jamais. Mais nous devons trouver une solution légale pour que tu puisses rester avec nous sans que nous ayons d'ennui. »« Quel genre de solution ?» demanda Élodie, méfiante mais attentive. Antoine et Sophie échangèrent un regard. Ils avaient longuement discuté de cette question la veille au soir, pesant le pour et le contre de différentes options. « Il existe plusieurs possibilités, » expliqua Sophie. « Nous pourrions demander à devenir ta famille d'accueil, ce qui signifie que tu vivrais officiellement chez nous tout en restant sous la responsabilité de l'État. Ou bien... » Elle hésita, regardant Antoine qui hocha imperceptiblement la tête, l'encourageant à poursuivre. « Ou bien nous pourrions demander à t'adopter. Cela signifierait que tu deviendrais légalement notre fille. » Un silence s'abattit sur la cuisine. Élodie les fixait tour à tour, son visage reflétant un tourbillon d'émotions contradictoires. Espoir, incrédulité, peur, confusion. « Mais vous me connaissez à peine, » dit-elle finalement, sa voix à peine audible. « C'est vrai, » admit Antoine, « mais parfois on n'a pas besoin de connaître quelqu'un depuis longtemps pour savoir qu'il est spécial, que sa place est dans notre vie. Et si je ne suis pas comme vous voulez, » murmura Élodie, exprimant une crainte profondément ancrée. « Si je fais des bêtises ou si je ne suis pas assez sage. » Sophie sentit son cœur se serrer devant cette vulnérabilité à vif. Elle prit doucement la main d'Élodie entre les siennes. « Ma chérie, tous les enfants font des bêtises. Tous les enfants ont des moments difficiles. Ce n'est pas une question d'être parfaite, c'est une question de famille. Et dans une famille, on s'aime et on se soutient, quoi qu'il. » « Ça arrive. Je ne veux pas remplacer mes parents, » déclara soudain Élodie avec une fermeté surprenante. « Je ne veux pas les oublier. Et nous ne te demanderons jamais cela, » assura Antoine, comprenant parfaitement ce sentiment pour l'avoir lui-même éprouvé. « Tes parents seront toujours tes parents, et leur place dans ton cœur est sacrée. Nous ne voulons pas les remplacer, juste continuer à prendre soin de toi comme ils l'auraient voulu. » Élodie baissa les yeux vers son dessin, semblant réfléchir intensément. Le croquis représentait une maison, celle des Mercier, reconnaissable à sa façade contemporaine et au grand arbre du jardin. Devant la maison, 3 silhouettes se tenaient par la main. « Je peux réfléchir ?» demanda-t-elle finalement, levant un regard incertain vers Antoine et Sophie. « Bien sûr, » répondit Sophie. « Prends tout le temps dont tu as besoin. Et quelle que soit ta décision, sache que notre porte te sera toujours ouverte. » Élodie hocha la tête, visiblement soulagée de ne pas avoir à donner une réponse immédiate. Elle reprit son dessin, mais Antoine remarqua que ses traits étaient plus hésitants, comme si son esprit était ailleurs, perdu dans des considérations bien trop complexes pour une enfant de son âge. Les jours suivants furent empreints d'une attente respectueuse. Ni Antoine ni Sophie ne pressèrent Élodie pour obtenir une réponse, comprenant l'importance de cette décision pour elle. Ils continuèrent simplement à construire leur quotidien, intégrant naturellement la fillette dans leurs habitudes. Sophie l'emmenait faire des courses, lui achetant des vêtements neufs pour remplacer ses affaires usées. Elles allaient ensemble à la bibliothèque, où Élodie découvrit avec émerveillement qu'elle pouvait emprunter autant de livres qu'elle le souhaitait. Antoine, de son côté, avait aménagé un coin de son bureau à la maison pour qu'elle puisse dessiner pendant qu'il travaillait, créant ainsi un espace de complicité silencieuse qui semblait convenir parfaitement à leurs tempéraments respectifs. Le Pays. Week-end, ils l'emmenèrent au parc de la Tête d'Or. C'était une journée fraîche mais ensoleillée, parfaite pour une promenade automnale. Élodie, vêtue d'un manteau rouge tout neuf et d'un bonnet assorti tricoté par Sophie, courait devant eux, s'émerveillant devant les animaux du zoo, les couleurs flamboyantes des feuilles d'automne, les barques glissant doucement sur le lac. Pour la première fois depuis leur rencontre, elle semblait vraiment agir comme une enfant de 9 ans,
libéré momentanément du poids de ses responsabilités et de ses peurs. Antoine et Sophie marchaient main dans la main derrière elle, échangeant des regards complices à chacune de ces exclamations enthousiastes. Quelque chose avait changé entre eux aussi. La présence d'Élodie avait ouvert une brèche dans le mur de silence et de non-dits qui s'était érigé au fil des années. Ils parlaient plus, se touchèrent davantage, redécouvraient lentement le chemin l'un vers l'autre. « Elle est extraordinaire, n'est-ce pas ?» murmura Sophie, observant Élodie qui s'était agenouillée pour examiner de près un champignon poussant au pied d'un arbre. « Oui, » acquiesça Antoine. « Elle me rappelle... » Il s'interrompit, mais Sophie compléta doucement. « Thomas !» Antoine la regarda, surpris qu'elle ose prononcer ce nom, mais au lieu de la douleur habituelle, il ressentit une étrange paix. « Oui et non. Elle a cette même curiosité, cette même sensibilité. Mais elle est uniquement elle-même, avec sa propre histoire, ses propres forces. » Sophie serra sa main un peu plus fort. « Tu sais, je crois qu'elle nous guérit autant que nous l'aidons. » Antoine hocha la tête, incapable d'exprimer à quel point cette simple phrase résumait tout ce qu'il ressentait. Élodie avait apporté dans leur maison bien plus que sa présence physique. Elle y avait ramené la vie, l'émotion, la capacité de se projeter dans l'avenir. Ce soir-là, alors qu'ils rentraient épuisés mais heureux de leur journée au parc, Élodie s'arrêta soudain dans l'entrée de la maison. Elle se tourna vers eux, son petit visage affichant une expression solennelle qui contrastait avec la légèreté dont elle avait fait preuve toute la journée. « J'ai réfléchi, » annonça-t-elle d'une voix claire. « Je veux rester avec vous. Je veux que vous m'adoptiez. » Le temps sembla se suspendre. Antoine et Sophie restèrent immobiles, à peine osant croire ce qu'ils venaient d'entendre. « Tu es sûr ?» demanda finalement Antoine, s'agenouillant pour se mettre à la hauteur d'Élodie. « C'est une décision très importante. » Élodie acquiesça, son regard ne vacillant pas. « Je suis sûr. Vous êtes gentil avec moi. Je me sens bien ici. » Phase, elle hésita, cherchant ses mots. « Et je crois que mes parents seraient contents que je sois avec vous plutôt qu'au foyer. » Sophie s'agenouilla à son tour, formant avec Antoine un cercle protecteur autour d'Élodie. « Nous ferons tout pour être dignes de cette confiance, » me promit-elle, la voix tremblante d'émotion, « et pour que tu sois heureuse avec nous. » Alors, Élodie regarda alternativement Antoine et Sophie, une lueur de doute traversant son regard. « Alors je devrais vous appeler comment ?» Cette question si simple et pourtant si chargée de sens prit Antoine au dépourvu. L'idée qu'un autre enfant l'appelle « papa » lui paraissait soudain vertigineuse, presque sacrilège. Et pourtant, « Tu peux nous appeler comme tu te sens à l'aise », répondit Sophie, percevant son trouble. « Antoine et Sophie, ou autre chose quand tu seras prête, il n'y a pas d'urgence. » Élodie hocha la tête, semblant soulagée par cette réponse. Puis, dans un geste spontané qui les surprit tous les trois, elle passa ses bras autour de leur cou, les enlaçant simultanément dans une étreinte maladroite, mais infiniment précieuse. C'est ainsi, agenouillés dans l'entrée de leur maison, enlacés dans ce câlin improvisé, qu'ils devinrent une famille. Non pas par le sang, ni encore par la loi, mais par ce choix délibéré, cette volonté commune de construire ensemble quelque chose de nouveau sur les ruines de leur passé respectif. Le chemin qui les attendait ne serait pas facile. Ils le savaient tous les trois, chacun à sa manière. Il y aurait des obstacles administratifs, des questions juridiques complexes, peut-être même une opposition du système qui avait déjà failli à Élodie. Il y aurait aussi des défis émotionnels, des cicatrices à guérir, des traumatismes à surmonter, tant pour la fillette que pour ses futurs parents adoptifs. Mais ce soir-là, rien de tout cela ne semblait insurmontable. Ce soir-là, ils avaient trouvé quelque chose de plus fort que leur peur et leurs doutes, l'espoir. L'espoir d'un nouveau départ, d'une famille reconstruite, d'un avenir où la douleur du passé ne serait plus qu'une partie de leur histoire, et non sa totalité. Plus tard dans la soirée, après qu'Élodie se fut endormie épuisée par les émotions de la journée, Antoine sortit de nouveau la boîte contenant les dessins de Thomas. Mais cette fois, il ne la contempla pas seul dans le secret de son bureau. Cette fois, il l'apporta dans le salon où Sophie lisait et l'ouvrit devant elle. « Je voudrais te montrer quelque chose, » dit-il simplement. « Quelqu'un que tu aurais dû connaître. » Sophie regarda les dessins avec respect, posant parfois une question douce, souriant devant un détail particulièrement touchant.
Et pour la première fois, Antoine parla de son fils sans que la douleur n'écrase tout le reste. Il raconta des anecdotes, des souvenirs heureux, laissant Thomas exister à nouveau dans l'espace entre eux, non plus comme un fantôme douloureux, mais comme une présence aimée dont la mémoire pouvait enfin être partagée. « Il aurait adoré Élodie », murmura Antoine, contemplant un dessin particulièrement semblable à ceux de la fillette. « Je n'en doute pas », sourit Sophie, posant sa main sur la sienne. « Et je suis sûr qu'il serait fier de son papa, de l'homme qu'il est devenu malgré tout. » Antoine la regarda, touché plus qu'il ne pouvait l'exprimer par ces simples mots. Puis il rangea soigneusement les dessins, non pas dans leur boîte hermétique, mais dans un album qu'il plaça sur l'étagère du salon, visible, accessible, partie intégrante de leur présent, et non plus relique cachée d'un passé trop douloureux pour être affronté. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Antoine dormit d'un sommeil sans cauchemar, bercé par la respiration paisible de Sophie à ses côtés et par la certitude qu'au bout du couloir, dans la chambre au mur récemment, décorée de dessins colorés, Élodie dormait elle aussi, enfin en sécurité. Le printemps avait éclos sur Lyon, transformant la ville en une symphonie de verts tendres et de floraisons pastel. Dans le jardin des Merciers, les premières jonquilles pointaient leurs têtes dorées vers un soleil de plus en plus généreux, tandis que les cerisiers se paraient de leurs éphémères nuages roses. Assise sous la pergola, Élodie dessinait avec application, son visage concentré illuminé par la lumière dansante filtrée à travers le feuillage naissant de la glycine. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce jour d'automne, où, trempée et frigorifiée, elle avait trouvé refuge sous leur porche. 6 mois d'un parcours semé d'obstacles, mais aussi de victoires, petites et grandes, qui avaient progressivement transformé 3 individus blessés en une famille. La première étape avait été la plus délicate, régulariser la situation d'Élodie. Comme Antoine et Sophie l'avaient anticipé, le système n'avait pas rendu les choses faciles. L'aide sociale à l'enfance avait d'abord exigé le retour immédiat d'Élodie au foyer, déclenchant chez la fillette une crise d'angoisse qui avait conforté les Merciers dans leur détermination à ne jamais l'y renvoyer. C'est Juliette Bertrand, la pédiatre amie du couple qui avait débloqué la situation. Son témoignage professionnel sur l'état psychologique d'Élodie, combiné à un rapport médical détaillant des traces de mauvais traitements, avait forcé les services sociaux à reconsidérer leur position. Une enquête avait été ouverte sur les conditions d'accueil au foyer des Glycines, révélant des dysfonctionnements graves qui avaient conduit à sa fermeture temporaire. Entre-temps, les Merciers avaient obtenu un placement provisoire, leur permettant de garder Élodie chez eux pendant que leur dossier d'adoption était examiné. Ce statut intermédiaire, bien qu'imparfait, leur avait au moins donné un répit et la possibilité de commencer à construire une vie commune sans la menace constante d'une séparation. Pour Élodie, ces mois avaient été une renaissance. Inscrite à l'école du quartier, elle avait d'abord inquiété ses enseignants par son mutisme et sa tendance à s'isoler, puis, progressivement, encouragée par la patience infinie de Sophie et la présence rassurante d'Antoine, elle avait commencé à s'ouvrir, à participer, à nouer des amitiés prudentes avec quelques camarades. Ses résultats scolaires, d'abord catastrophiques en raison des nombreuses interruptions dans sa scolarité, s'étaient améliorés de façon spectaculaire, révélant une intelligence vive que les circonstances avaient temporairement étouffée. Mais c'est dans l'art qu'Élodie s'épanouissait véritablement. Ses dessins, autrefois centrés presque exclusivement sur la représentation de sa famille perdue, s'étaient diversifiés, enrichis, complexifiés. Elle expérimentait désormais avec différentes techniques, différents sujets, différents styles. Sous le regard attentif d'Antoine, qui l'avait inscrite à un atelier d'art plastique le mercredi après-midi. « Regarde, Sophie, j'ai fini. » Élodie leva son carnet avec fierté, exhibant son dernier chef-d'œuvre, une aquarelle représentant leur maison baignée dans la lumière dorée du printemps, avec un niveau de détail et une maîtrise des couleurs qui témoignaient de ses progrès constants. Sophie, qui préparait une salade de fruits sur la table du jardin, s'approcha pour admirer l'œuvre. « C'est magnifique, ma chérie. Tu as vraiment capturé la lumière. On dirait presque une photo. » Élodie sourit, ce sourire franc et lumineux qui était devenu de plus en plus fréquent au fil des mois. À bientôt 10 ans, elle conservait cette gravité qui caractérisait les enfants ayant connu trop tôt les épreuves de la vie. Mais elle avait aussi retrouvé cette capacité d'émerveillement, cette joie spontanée
qui appartient de droit à l'enfance. « Tu crois qu'Antoine va l'aimer » demanda-t-elle, utilisant toujours les prénoms du couple, n'ayant pas encore franchi le pas de les appeler papa et maman, bien que l'affection dans sa voix lorsqu'elle prononçait leur nom valait tous les titres du monde. « J'en suis certaine, » assura Sophie. « Il rentre bientôt d'ailleurs. Il avait une réunion importante aujourd'hui, tu te souviens ?» Élodie hocha la tête, rangeant soigneusement ses pinceaux. « Pour le nouveau musée. Il a dit que si tout se passait bien, on irait manger une glace pour fêter ça. » C'est exact. Et connaissant Antoine, il tiendra sa promesse même si la réunion s'est mal passée. Elles échangèrent un regard complice, unis dans leur affectueuse connaissance des habitudes d'Antoine. Ces derniers mois, il avait considérablement assoupli sa rigueur professionnelle, accordant davantage de place à sa vie personnelle, déléguant certaines responsabilités à son équipe pour pouvoir rentrer plus tôt, être présent aux événements scolaires d'Élodie, participer pleinement à cette famille qu'il construisait jour après jour. Sophie avait elle aussi évolué. Elle avait repris ses cours au lycée à temps partiel, consacrant le reste de son temps à Élodie et à l'écriture d'un roman qu'elle portait en elle depuis des années sans jamais avoir osé le coucher sur papier. La présence d'Élodie, sa créativité débordante, sa façon de s'exprimer à travers l'art, l'avait inspirée à libérer sa propre voix. Le bruit d'une voiture se garant dans l'allée interrompit leur réflexion. Élodie bondit sur ses pieds, son dessin à la main, et courut vers la maison pour accueillir Antoine. Sophie la suivit plus lentement, souriante devant cet enthousiasme qui ne manquait jamais de réchauffer son cœur. Antoine franchit le seuil, son costume impeccable, contrastant avec l'expression joyeuse qui illuminait son visage, habituellement si sérieux. À peine eut-il le temps de poser sa serviette qu'Élodie se précipita vers lui, brandissant fièrement son aquarelle. « Regarde ce que j'ai fait, c'est notre maison au printemps. » Antoine examina le dessin avec attention, s'émerveillant, sincèrement du talent croissant de la fillette. « C'est superbe, Élodie. Tu as même capturé les reflets du soleil sur les fenêtres. C'est très observateur. » Élodie rayonna sous le compliment, avant de demander avec une impatience à peine contenue. « Alors la réunion? On va manger une glace ?» Antoine éclata de rire, échangeant un regard amusé avec Sophie. « Bonjour à toi aussi. Et oui, la réunion s'est très bien passée. Le projet du musée est accepté. Nous commencerons les travaux à l'automne. »« Ça y est, félicitations !» s'exclama Sophie, s'approchant pour l'embrasser. « C'est une merveilleuse nouvelle. Et ce n'est pas la seule, » ajouta Antoine, son expression devenant soudain plus sérieuse. « J'ai reçu un appel de Maître Leroy juste après la réunion. » Sophie se figea, comprenant immédiatement l'implication de ces mots. Maître Leroy était leur avocate dans la procédure d'adoption. Un appel de sa part ne pouvait signifier qu'une chose, une évolution dans leur dossier pour le meilleur ou pour le pire. « Et » demanda-t-elle, retenant son souffle. Le visage d'Antoine s'illumina d'un sourire qui effaça instantanément des années de souffrance et de retenue. « C'est officiel. Le juge a signé, Élodie est légalement notre fille. » Un silence stupéfait accueillit cette annonce. Sophie porta une main à sa bouche, les yeux soudain brillants de larmes. Élodie, elle, restait immobile, son dessin serré contre sa poitrine, comme si elle n'osait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. « Vraiment ?» murmura-t-elle finalement. « Pour de vrai? Pour toujours ?»« Pour toujours », confirma Antoine, s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur. « Tu es officiellement Élodie Mercier maintenant, si tu le souhaites, bien sûr. Tu peux aussi garder ton nom de famille d'origine ou les avoir tous les deux. » Élodie sembla considérer cette option un instant, puis secoua la tête. « Non, je veux être une Mercier, comme vous. » Ces simples mots déclenchèrent chez Sophie un sanglot de joie pure. Elle rejoignit Antoine et Élodie, s'agenouillant à son tour, formant ce cercle intime qui était devenu leur façon de partager les moments importants. « Et maintenant, est-ce qu'on peut manger une glace ?» demanda Élodie avec cette capacité enfantine à passer du solennel au pragmatique en un instant. Antoine et Sophie éclatèrent de rire, la tension émotionnelle se dissipant dans cet éclat de normalité. « Évidemment, » confirma Antoine en se relevant. « En fait, j'avais pensé à quelque chose de spécial pour aujourd'hui, si vous êtes d'accord, bien sûr. »« Quoi donc ?» demandèrent en chœur Sophie et Élodie, intriguées par son air mystérieux. « Une petite escapade. J'ai réservé pour le week-end dans un gîte près d'Annecy.
Un endroit magnifique au bord du lac, avec des montagnes tout autour, parfait pour dessiner, écrire ou simplement se reposer. Notre première sortie officielle en tant que famille Mercier. L'enthousiasme d'Élodie fut immédiat et bruyant. Elle bondit sur place, posant 1000 questions sur le lac, les montagnes, ce qu'ils allaient y faire, ce qu'elle devait emporter. Sophie, quant à elle, regarda Antoine avec une tendresse infinie, reconnaissant dans cette proposition spontanée à quel point il avait changé, à quel point ils avaient tous changé. La soirée fut consacrée aux préparatifs de leur départ, prévus pour le lendemain matin. Entre les bagages à faire, l'itinéraire à planifier et l'excitation générale, personne ne remarqua immédiatement qu'Élodie avait disparu dans sa chambre plus longtemps que nécessaire pour rassembler ses affaires. Ce fut Sophie qui, inquiète de son absence prolongée, monta la chercher. Elle trouva la fillette assise sur son lit, entourée de dessins étalés sur la couverture. Des dizaines et des dizaines de dessins, certains récents, d'autres datant visiblement de l'époque où elle vivait dans la rue. « Élodie, tout va bien ?» La petite leva vers elle un regard pensif, mais pas triste. Je regardais mes dessins d'avant, ceux avec mes parents. Sophie s'assit doucement à côté d'elle, respectant ce moment d'intimité avec son passé. « Il te manque ?» « Oui, » répondit simplement Élodie, « mais pas comme avant. Avant, quand je pensais à eux, j'avais mal là. » Elle posa sa main sur sa poitrine. « Maintenant, c'est différent. Je suis triste qu'ils ne soient plus là. Mais je suis contente d'avoir des souvenirs d'eux. Et je suis contente d'être ici avec vous. » Sophie passa un bras autour des épaules de la fillette, émue par cette sagesse qui dépassait de loin son âge. « Tes parents seront toujours une partie de toi, ma chérie, et nous serons toujours là pour t'aider à garder leurs souvenirs. » Vivant. Élodie hocha la tête, puis tendit un dessin à Sophie. C'était l'un de ses plus récents, réalisé quelques jours auparavant. Il représentait 5 personnes devant leur maison. Antoine, Sophie, Élodie, et 2 figures plus transparentes, comme des fantômes bienveillants, que Sophie identifia comme les parents biologiques d'Élodie. « C'est comme ça que je nous... »« Vois, » expliqua Élodie, « tous ensemble, une grande famille. » Sophie sentit les larmes lui monter aux yeux devant cette représentation si simple et pourtant si profonde de leur situation. « C'est exactement ce que nous sommes, » murmura-t-elle, serrant Élodie un peu plus fort contre elle. Antoine les trouva ainsi, enlacés parmi les dessins éparpillés. Il s'approcha doucement, s'asseyant de l'autre côté d'Élodie, qui lui montra immédiatement le dessin qu'elle venait de partager avec Sophie. « Regarde, c'est nous tous !» dit-elle avec une fierté évidente. « Ma famille d'avant et ma famille de maintenant. » Antoine examina le dessin, touché au-delà des mots par cette vision inclusive, cette capacité d'Élodie à intégrer son passé et son présent dans une continuité harmonieuse. Sans même s'en rendre compte, il ajouta « Et bientôt, peut-être, nous serons encore plus nombreux. » Les mots étaient sortis spontanément, révélant une pensée qu'il n'avait pas encore osé formuler clairement, même à lui-même. Sophie le regarda avec stupéfaction, comprenant immédiatement ce qu'il suggérait. « Vraiment ?» demanda-t-elle, son cœur battant soudain plus vite. Antoine hocha la tête, surpris lui-même par sa propre audace, mais certain de ce qu'il ressentait. « Si tu le souhaites aussi, bien sûr. »« Un petit frère ou une petite sœur ?» intervint Élodie, son visage s'illuminant à cette perspective. « Je pourrais lui apprendre à dessiner. » Sophie et Antoine échangèrent un regard, la fois amusés par l'enthousiasme d'Élodie et émus par cette possibilité qui s'ouvrait devant eux. Une possibilité qu'ils avaient cru à jamais fermée par le poids du passé, mais qu'Élodie, par sa simple présence, avait rendue à nouveau envisageable. « Nous en reparlerons, » promit Sophie, caressant les cheveux d'Élodie. « À l'instant, nous avons un voyage à préparer et une adoption à célébrer. » Ils terminèrent les bagages ensemble dans une atmosphère de joie tranquille et d'anticipation heureuse. Le lendemain, ils partiraient vers Annecy, vers ce lac aux eaux cristallines entouré de montagnes majestueuses, un paysage qui reflétait parfaitement leur propre trajectoire. Après avoir traversé des vallées sombres et des passages escarpés, ils accédaient enfin à un espace de sérénité et de beauté. Plus tard dans la soirée, alors qu'Élodie dormait paisiblement, Antoine rejoignit Sophie sur la terrasse. Le ciel de printemps était parsemé d'étoiles. La douceur de l'air annonçait des jours plus chauds à venir. Ils restèrent un moment silencieux, savourant simplement la présence l'un de l'autre et la plénitude de cet instant.
Tu te souviens de notre première rencontre ?» demanda soudain Sophie, tournant vers lui un visage serein. Antoine sourit, se remémorant cette conférence sur l'architecture de la Renaissance où il s'était rendu par obligation professionnelle. L'esprit ailleurs, le cœur fermé. « Tu m'as posé une question sur Brunelleschi que personne d'autre n'aurait pu formuler. Et tu m'as répondu avec une passion qui contrastait tellement avec ton apparence froide et détachée. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il y avait bien plus en toi que ce que tu laissais voir. » Antoine prit sa main, la portant à ses lèvres dans un geste de tendresse rare. « Tu as vu en moi ce que je ne voyais plus moi-même. Tu as eu la patience d'attendre que je retrouve le chemin vers la vie, vers toi. » « Nous y sommes arrivés ensemble, » corrigea doucement Sophie. « Toi, moi et une petite fille courageuse qui vendait ses dessins sous la pluie. » Ils levèrent les yeux vers les étoiles, conscients du miracle quotidien qu'était leur famille recomposée, ce tissage délicat de fils brisés puis rattachés, plus solides à leur point de fracture. L'histoire d'Antoine, de Sophie et d'Élodie n'était pas une histoire parfaite, lisse et sans accroc. C'était une histoire de cicatrices transformées en force, de douleurs métamorphosées en compassion, de pertes qui, paradoxalement, avaient ouvert la voie à de nouvelles formes d'amour. Dans la chambre d'Élodie, sur sa table de nuit, reposait le dessin qu'elle avait montré à ses parents adoptifs. 5 silhouettes unies sous un grand soleil jaune, entourées de fleurs aux couleurs éclatantes. Une famille, dans toute sa complexité et sa beauté. Une famille qui prouvait que parfois, les liens les plus forts ne sont pas ceux du sang, mais ceux que l'on choisit de tisser jour après jour, avec patience, courage et amour. Et tandis que la nuit enveloppait Lyon de son manteau d'encre piqueté d'étoiles, la maison des Mercier respirait enfin au rythme apaisé du bonheur retrouvé, prête à accueillir toutes les promesses que l'avenir leur réservait. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Élodie et des Mercier vous a touchés. Pour continuer ce voyage émotionnel, nous avons préparé une playlist spéciale avec des récits tout aussi captivants. Vous la trouverez en cliquant sur le lien à votre gauche. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime à cette vidéo. Chaque jour, nous vous proposons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et la beauté des relations humaines. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous vous attendons dans les commentaires pour partager vos impressions sur cette rencontre bouleversante qui a transformé 3 destins brisés en une famille unie par l'amour et l'espoir.